Thierry Arnaud, bonsoir, qui suit souvent les déplacements de Nicolas Sarkozy, a fait ce reportage. Nicolas Sarkozy à la rencontre du monde ouvrier. Ce 19 avril, le chef de l'État effectue son 22e déplacement en province depuis le début de l'année. C'est sa 5e visite d'usine en 2011. Au cœur des Ardennes industrielles, un choix qui ne doit rien au hasard. On est à quelques kilomètres à peine d'une autre usine où le candidat Sarkozy avait invité pour la première fois le monde ouvrier à travailler plus pour gagner plus. C'était en décembre 2006. La promesse faite ce jour-là allait faire date. Je veux prendre un engagement devant vous et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous abandonnerai pas, tout simplement parce que je n'en ai pas le droit, compte tenu des responsabilités qui sont les miennes. 6 mois plus tard, Nicolas Sarkozy est élu en emportant plus de voix que Ségolène Royal dans le monde ouvrier, au premier comme au second tour. Il a fait rêver les gens, comme je vous le dis, par le biais de l'emploi, du salaire, du pouvoir d'achat. Il a joué sur des cordes sensibles, sur les Ardennais qui ont un savoir, qui sont fiers. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que des salariés ou des Ardennais en nombre ont voté pour lui. Mais je pense que là-dessus, pour 2012, ce ne sera plus la même chose. Le jeu qu'il a joué ne se joue qu'une fois, et pas deux fois. Les gens ont été trompés, se sont sentis trahis. Donc aujourd'hui, lorsqu'il a l'audace de revenir, où les gens ne se déplacent plus, montrent une indifférence importante, ou sont très en colère. La désillusion du monde ouvrier est apparente dans les sondages et elle profiterait surtout à Marine Le Pen. L'électorat ouvrier lui apporterait 36% de ses voix contre 15% seulement à Nicolas Sarkozy, mais pas question de se décourager. Le président va continuer à arpenter les usines pour défendre son bilan. Il est persuadé que la tactique finira par payer. Chaque fois que j'en parle avec Nicolas, il me dit « tu ne peux pas savoir comment j'ai été reçu ». Mais je lui dis « mais méfie-toi, c'est pas toi, c'est pas toi ». Je le sais bien, mais je vois bien qu'au fond d'eux-mêmes, même ceux qui ne partagent pas mes opinions, même ceux qui m'en veulent, même ceux qui souffrent, m'en rendent responsable. Après tout, ils ont raison, mais je ne sens pas de haine profonde, comme tout le monde me le dit. Et je pense que ça doit être assez vrai. 6e sens ou méthode Coué, Nicolas Sarkozy reste convaincu qu'il saura séduire à nouveau l'électorat ouvrier. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Alors on le sait, ce déplacement, le président de la République, il tient beaucoup, particulièrement ses déplacements dans les usines. Il y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand on regarde les sondages... Il a raison, parce qu'avant, on n'y allait pas souvent. Quand on regarde les sondages tout de même, quand on discute même avec les ouvriers avec qui il échange quelques propos, on se demande à quoi ils servent véritablement ces voyages pour lui. Je crois qu'ils servent d'abord à rencontrer les ouvriers. Je pense que c'est utile de rencontrer les Français, et en particulier ceux-là que plus personne n'allait rencontrer, puisque tout le monde avait fait une croix sur le monde ouvrier. Regardez d'ailleurs, il y a eu récemment un rapport d'une fondation très proche du Parti Socialiste pour expliquer que la gauche devait s'intéresser aux classes moyennes et plus du tout aux ouvriers, aux paysans et aux classes populaires. Donc vous voyez, on baigne encore dans cette idéologie dans laquelle l'industrie c'était fini, l'agriculture c'était fini, les ouvriers c'était terminé. Et les classes populaires n'avaient plus leur mot à dire. Donc je crois que d'abord c'est une marque de respect vis-à-vis des ouvriers. Deuxièmement, ça permet de les écouter, de les rencontrer, ça permet de leur parler. Voilà. Parce que moi, depuis le début de cette émission, d'ailleurs, je me fais cette réflexion. C'est vrai sur l'affaire Ferry, c'est vrai sur l'OTAN, c'est vrai sur l'ultralibéralisme supposé de Nicolas Sarkozy. Il y a quand même, entre les commentaires, la perception des choses par les médias et la réalité, un gouffre qui s'élargit chaque jour. Les sondages sont là en l'occurrence. Non, mais les sondages, vous savez, encore une fois, je connais beaucoup de candidats au présidentiel qui étaient perdus dans les sondages 6 mois avant les élections, et d'autres qui étaient élus. C'est les perdants qui ont été élus et les gagnants qui ont perdu. Bon, voilà, on peut citer des noms si vous voulez. Posons la question de manière différente. Les ouvriers ont... mais les ouvriers dans les sondages, si vous leur demandez s'ils sont contents, ils vont vous dire qu'ils sont contents. Je veux dire, on vient de traverser une crise terrible. Alors, justement. Outre que la crise a pesé lourd pour eux comme pour tout le monde, que peut-on leur dire aujourd'hui ? Parce que ce qu'on leur dit essentiellement, comme à tous les Français d'ailleurs, c'est on a pris la crise en pleine figure et on a fait ce qu'on a pu face à cette crise. Manifestement, c'est un discours qui ne suffit pas à l'adresse des ouvriers. Que peut-on dire d'autre ? D'abord, je pense que tout le monde n'a pas pris conscience de la gravité de la crise. Voilà. C'est pas la politique du gouvernement qui a fait la crise, c'est pas la France qui était à l'origine de cette crise. Cette crise a été gravissime. Voilà. Et cette crise, on s'en sort finalement
pas bien, mais plutôt moins mal que la plupart de nos partenaires. Regardez les États-Unis, regardez le Japon, je ne vous fais pas un dessin, regardez l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Grande-Bretagne, etc. Bon. Oui, mais monsieur qui risque de perdre son emploi, il s'en fiche. Je le sais, ça ne change rien. C'est le devoir d'un homme d'État, c'est d'affronter les grands problèmes auxquels il est confronté. Et le monsieur en question, si le président n'avait pas été là, il aurait perdu son emploi. Voilà. De même que les Français, si on n'avait pas sauvé les banques, ils auraient perdu leurs économies. Mais donc, regardez, je sais, non, mais ça ne suffit jamais. Olivier Mazerolle, il y a deux choses. Il y a le problème de l'élection, et puis il y a le problème de l'action de l'élection, l'homme d'État. Est-ce que ce n'est pas l'impuissance de la politique face à la mondialisation? Regardez, il y a eu encore cette semaine l'histoire de la note PSA qui envisageait d'aller délocaliser la production de ces voitures ailleurs. Le Premier ministre a dit ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire que lorsqu'on aide aussi massivement des entreprises pendant la crise, il est totalement inacceptable qu'elles déménagent le lendemain de la crise. Voilà, donc ça c'est une chose, mais en même temps on voit bien que la société française, comme toutes les autres sociétés européennes et des pays développés, est malade, et qu'on en arrive à ne plus pouvoir imaginer que certains secteurs puissent être en déclin ou en retrait, et puis pendant que d'autres progressent. Bon, parce qu'aujourd'hui, la progression est très faible, parce que cette société a perdu toute forme de dynamisme, et donc ça devient tout à fait insupportable. Chaque fois qu'une usine ferme, qu'un emploi se délocalise, ça devient insupportable. Mais c'est deux problèmes différents. C'est deux problèmes différents. Il y a celui de pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Oui, il s'est battu pour que l'industrie survive, pour que le pouvoir d'achat soit maintenu. Et puis il y a maintenant, pour l'avenir, en tirant les enseignements d'ailleurs de la crise, quelle sera notre attitude face à la mondialisation, à la concurrence? Justement, est-ce que le rôle du président de la République doit être de mettre, de quelque manière que ce soit, un frein à la mondialisation, et concrètement de quelle manière? Alors il ne s'agit pas de mettre un frein à la mondialisation, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais je vous signale quand même, ça vous a sans doute échappé, que depuis 4 ans, la France est en tête du combat pour changer la mondialisation, que ce soit la globalisation financière ou la mondialisation sur les marchés de marchandises. Bon. Elle a fait des propositions, elle essaye de les faire progresser pas à pas, en Europe, au G20, et à l'ONU, c'est difficile, on n'est pas seul au monde. Question concrète au sujet d'Air France, qui paraît-il achète trop de Boeing. D'ailleurs, à Boeing, des députés de toute tendance, d'ailleurs aussi bien socialistes que MP, disent on peut rétablir du patriotisme économique en établissant des normes, par exemple, qui empêcheraient qu'on puisse acheter des produits étrangers. Oui, mais il ne faut pas non plus que ces normes conduisent à se refermer, parce que d'abord vous aurez des contentieux, et puis d'autre part, si on ne va pas refaire ce qu'on a fait dans les années 30, où chacun se fermant sur lui-même, on a fini par se faire la guerre. Bon, donc ça, c'est pas une solution. Qu'on soit pas naïf, qu'on essaie de se protéger contre les concurrences déloyales, les dumpings, les manœuvres des autres, c'est très bien. Qu'on essaye de faire en sorte que l'Europe ne soit pas la région la plus ouverte du monde, la plus naïve, celle où on ne fait prévaloir aucun principe de réciprocité et où la politique de la concurrence finit par détruire tout le tissu industriel de l'Europe, oui, mais c'est un combat que la France mène, il faut le dire. Je veux dire, la France, c'est la première fois depuis 30 ans que la France mène ces combats-là sur la scène nationale, européenne et mondiale. La première fois. Donc Nicolas Sarkozy a parfaitement tenu ses promesses. Mais on n'est pas seul au monde. Voilà. Mais la solution, c'est pas d'avoir à choisir entre la religion du libre-échange et la religion du protectionnisme. Voilà, je pense qu'il y a une voie raisonnable et intelligente entre les deux, et c'est ce que la France essaie de faire prévaloir. Merci Thierry d'avoir été avec nous. On marque une pause et puis on va parler encore économie avec notre consoeur du point, Mélanie Delattre. Non, parce que là... Juste, le mot séduire. Séduire n'est pas le bon mot pour les élections et pour un homme d'État. L'homme d'État, il n'est pas là pour séduire, il est là pour faire son travail au nom de l'intérêt général. Voilà. Allez, on marque la pause. Un peu là pour séduire les électeurs quand même. Non, il est là pour les convaincre, c'est pas pareil.